Au bord de l'eau, page 471, partie 120, chapitre 19. Horrifié par ce spectacle, Itao se leva d'un bond et voulut sauter à terre pour contre-attaquer. Mais sa sellette se mit subitement à tanguer dangereusement. Et voici qu'un homme jaillit de l'élément liquide, empoigna Itao aux jambes et d'une poussée l'envoya culbuter dans l'eau. Les canots d'escorte qui s'apprêtaient à prendre le large furent incontinemment attaqués par l'homme à la houe. À raison d'un coup par tête qui se présentait, les excepts furent l'un après l'autre envoyés par le fond dans un grand giclement de cervelle. Quant à Itao, il fut traîné jusqu'au rivage par l'homme qui avait nagé sous l'eau et qui dénoua sa ceinture pour le ligoter. Cet homme surgit des eaux, ce n'était autre que Roanne VII, le Yama vivant. Et le gaillard à la houe, sur la rive, c'était Roanne II, trépas instantané. Les deux frères, regardant Itao dans les yeux, se mirent à le sabouler. Nous les trois frères, tes pères et maîtres, sache que notre passion a toujours été de tuer les gens et d'allumer des incendies. Imbécile, on voit bien que tu n'es qu'un vaurien. Où as-tu pris l'audace de venir ici exprès pour nous traquer avec les troupes? Brave, répondit Itao. Votre serviteur n'a fait qu'exécuter des ordres supérieurs. Tout cela ne dépendait pas de moi. Car comment oserais-je venir traquer des preux comme vous? J'espère, brave, que vous aurez pitié de quelqu'un qui a une mère de 80 ans à sa charge. Elle n'aura sans moi nul soutien pour son grand âge. Alors, de grâce, laissez-moi la vie sauve. Les frères Roanne rétorquèrent. Eh bien, ligotons-le serré, comme feuille de bambou fourré, et jetons-le au fond de la barque. Note. Zongzi. Petit paquet de riz enveloppé dans des feuilles de bambou ficelées. On les fait bouillir ou cuire à la vapeur. Fin de note. Eh bien, ligotons-le serré comme feuille de bambou fourré, et jetons-le au fond de la barque. Ce qu'ils firent avant de confier aux eaux du lac tous les cadavres de leurs victimes. Ensuite, chacun d'eux eut émis un sifflement, et surgirent de l'épaisseur des roseaux 4 ou 5 pêcheurs qui s'embarquèrent avec eux. Roanne le deuxième et Roanne le septième, conduisant chacun un canot, sortirent de la crique. Pendant ce temps, le chef des patrouilles avait pris la direction des troupes demeurées dans les embarcations, et tout le monde se disait. L'inspecteur I prétendait que l'existence n'était bon à rien, et il a voulu aller lui-même en reconnaissance. Voilà bien longtemps qu'il est parti, et il ne revient toujours pas. C'était alors la première veille de nuit environ. Sous un ciel plein d'étoiles, les hommes prenaient le frais dans leur barque. Subitement, un tourbillon bizarre se leva et se déchaîna derrière eux. Son souffle était d'une violence que tous, affolés, se cachèrent la face en poussant des lamentations. Bientôt, la trompe fit de tels ravages qu'elle rompit tous les amarres des bateaux, puis quand tous furent en valdrague, voici que des coups de sifflet se firent entendre par derrière. Tous se retournèrent face au vent et, à leur grand effroi, virent soudain une traînée de flammes embrasser tout à côté de l'étendue des roseaux de fleurs. Cette fois, nous sommes morts, s'écrièrent-ils. Comme il y avait une centaine de barques, grandes et petites, et que le vent mugissait, boutait et jetait les uns contre les autres sans qu'on pût éviter des confusions indescriptibles, il ne fallut pas longtemps pour qu'elles fussent toutes bloquées par un véritable mur de flammes.
En fait, l'incendie provenait de toute une file de petits brûlots, liés entre eux deux par deux, et remplis d'un tas de roseaux secs et de branchages qui brûlaient en crépitant, et que la tourmente poussait vers la centaine d'embarcations des troupes gouvernementales. La flottille ne formait d'ailleurs plus qu'une sorte d'amas qui, dans le lacis des chenaux étroits et passagers resserrés, ne trouvait plus d'issue. Les plus grandes barges, plus d'une dizaine, furent les premiers touchés par les brûlots enflammés qui se faufilèrent au milieu d'elles et les transformèrent en brasiers. Car il faut dire que, sous l'eau, il y avait aussi des hommes qui aidaient au mouvement des brûlots. Les soldats qui se trouvaient sur les bateaux incendiés sautèrent dans un sauve-qui-peut général sur ceux qu'ils croyaient être la berge, sans prévoir qu'ils allaient tomber dans des morasses pleins de joncs et de rosseaux, dépourvus de tout bras de terre ferme. Pour comble de détresse, les étendues de roseaux se mirent bientôt à flamber à partir du rivage, et les troupes gouvernementales, chargées d'arrêter les bandits, se firent cerner de toutes parts. Sous la violence du vent, l'incendie faisait rage, et les soldats en déroute tentèrent de fuir en pataugeant dans la vase et la boue des marécages. À la lueur des flammes, on vit alors paraître un esquif rapide monté par deux hommes, l'un qui godillait et l'autre assis à l'avant, qui était un taoïste et tenait à la main un sabre précieux à lame éblouissante. Il se mit à crier. Que pas un n'en réchappe! Les soldats n'étaient déjà plus qu'un tas de malheureux terrorisés et englués dans la vase. Mais aussitôt, après l'injonction du taoïste, voici qu'apparurent dans le roselier du village oriental deux hommes menant 4 ou 5 pêcheurs, tous armés de piques et d'espondons aux lames étincelantes. Puis s'en vinrent sur la rive occidentale deux autres hommes suivis aussi de 4 ou 5 pêcheurs armés de harpins volants dont on voyait luire les fers. Les deux escouades de braves passèrent à l'action en même instant, pourfendant tout homme qu'ils rencontraient avec une ardeur si farouche qu'avant longtemps, une multitude de gouvernementaux gissaient navrés dans la boue. Ces deux hommes de la rive orientale, c'étaient Gaogai, le roi céleste, et Juan le cinquième, mort prématuré. Et les deux autres sur la rive occidentale, c'étaient Juan le deuxième, trépas instantané, et Juan le septième, le Yama vivant. Quant au taoïste du canot, c'était évidemment Gongsun Sheng, le dragon entre nuages, dont la magie avait suscité la tourmente funeste. Et ces 5 braves à la tête d'une dizaine de pêcheurs et de villageois avaient suffi à faire une escatombe dans les rangs des troupes gouvernementales dont les cadavres jonchaient roselières et marais. De toute l'armée, il ne restait qu'un unique survivant, l'inspecteur He, ligoté d'ailleurs comme feuille de bambou fourrée, et jeté au fond d'une barque. Juan le deuxième vint le soulever et le traîna jusqu'au rivage, puis, le doigt levé vers lui, l'injura. « Gueux, vermine de Jésus qui oppresse et trompe le peuple. Normalement, je t'aurais déjà coupé en 10 000 morceaux, mais je veux que tu retournes à Jésus et que tu ailles dire ceci à ton coquin de préfet. Nous autres, les 3 preux de la famille Juan du village de la Stèle de Pierre, ainsi que le roi céleste Gaogai du village du torrent de l'Est, il ne fait pas bon de venir nous échauffer la bile. Nous ne sommes jamais, nous, allés nous ravitailler dans sa ville. Qu'il cesse donc de venir dans notre village, s'il tient à la vie. Désormais, si quelqu'un, pas un minuscule préfet comme lui, ni même un émissaire du grand précepteur Kai chargé de nous arrêter, mais bien le grand précepteur Kai en personne, si quelqu'un ose simplement nous regarder en face ou s'aventurer ici, il sera lardé de la belle manière et je me charge de le transformer en passoire.
Ainsi donc, nous te laissons repartir, mais gare à toi si tu reviens. Transmets mes paroles à ton couillon de préfet, qu'on nous évite si on tient à la vie. Comme il n'y a pas de route par ici, je vais demander à mon frère de te raccompagner jusqu'à la grande route. Alors, le Yama vivant prit un courroux rapide et fit monter Itao et alla directement le déposer à l'entrée de la grande route en lui criant: À partir d'ici, c'est tout droit, et tu arriveras bien à trouver ton chemin. Quand tous tes hommes sont morts, je ne vais tout de même pas te relâcher comme ça, bien gentiment, pour être la risée de ton âne batté de préfet. Aussi, je vais te demander de laisser ici tes oreilles en gage. Aussitôt, il tira un coutelet aigu et trancha les oreilles de l'inspecteur Yi, qu'il abandonna ruisselant de sang. Puis, regaina sa lame, il défit la ceinture qui liait le prisonnier et le laissa descendre sur le rivage. Itao, encore heureux de s'en tirer avec la vie, s'arrangea pour trouver le chemin de retour jusqu'à Jisu.